La Hongrie prendra lundi, dans 3 jours, la présidence de l'Union européenne. Quel bilan tirer de la présidence belge? Quel avenir aussi pour l'Union européenne? On en parle avec Philippe Lamberts. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes eurodéputé, écologiste belge. Vous ne vous êtes pas représenté le 9 juin dernier. Vous vous apprêtez donc à quitter votre siège au Parlement européen. Commençons donc par ce sommet, ce Conseil européen. Au menu, il y a donc la guerre en Ukraine, évidemment, un accord sur des garanties de sécurité de l'Union européenne est sur le point d'être approuvé par les... Il a d'ailleurs été approuvé par les pays membres. Il doit être signé concrètement avec le président Zelensky. Qu'est-ce que ça changerait ? Je crois qu'on est dans le registre du symbole. En fait, l'accord de défense marque le soutien, j'allais dire indéfectible, en tout cas le soutien durable de l'Union européenne au combat de l'Ukraine. Maintenant, il ne mentionne pas de montant, il ne mentionne pas de volume de soutien, mais il est important évidemment de marquer le coup avant que Viktor Orban, dont on connaît les positions plutôt pro-Poutine, ne prenne la présidence de l'Union. Je crois que le but était quelque part de marquer le coup maintenant, pour bien rappeler que quoi que puisse dire Viktor Orban après le 1er juillet, ça ne changera rien au soutien que l'Union européenne veut apporter à l'Ukraine. Accord symbolique, dites-vous. Ce qui est en revanche plus historique cette fois, c'est le début du processus d'adhésion de l'Ukraine, mais aussi de la Moldavie dans l'Union européenne. Ça a démarré avant-hier, mardi, au Luxembourg. L'adhésion de l'Ukraine, c'est une évidence pour les uns, une catastrophe pour les autres. Quelle est votre position ? Ça n'est ni une évidence ni une catastrophe, c'est un énorme chantier. Je crois qu'il peut se révéler, si on regarde le passé, dans l'intérêt à la fois de l'Union européenne et de l'Ukraine, mais chacun sait qu'il y a encore énormément de travail pour réaliser cette intégration et que si cette intégration doit se matérialiser, elle exigera des transformations assez profondes du mode de fonctionnement et je dirais en particulier du mode de financement de l'Union européenne si on veut que ça réussisse. Et que dites-vous aux agriculteurs qui sont inquiets de voir déferler sur le marché commun des produits agricoles, notamment on a beaucoup parlé des volailles, mais pas seulement, du blé aussi ? Je leur dis que nous allons répondre à ces inquiétudes, à la fois en assurant l'égalité des standards de production entre l'Ukraine et le reste de l'Union européenne. Et par ailleurs, on ne pourra vraiment, les rasséréner qu'à condition de démontrer qu'un nouveau mode de financement de l'Union européenne, dont sa politique agricole commune, permettra de continuer à aider les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture soutenable. En effet, si on devait accueillir demain matin l'Union européenne sur la base du mode actuel de financement et des règles actuelles de la politique agricole commune, ça se traduirait par des pertes considérables pour les agriculteurs qui sont déjà au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi l'adhésion de l'Ukraine dans les conditions actuelles est évidemment impossible. Mais c'est le début d'un processus qui va encore être très long et qui exige, je le répète, des transformations très profondes du mode de décision dans l'Union européenne et surtout de son mode de financement. Alors l'histoire retiendra que c'est sous la présidence de la Belgique donc qu'a été lancé ce processus d'adhésion. Quel bilan justement tirez-vous de cette présidence de la Belgique ? On a tendance à surestimer l'importance de la présidence tournante de l'Union européenne. Je rappelle qu'il s'agit principalement pour l'État membre qui est en charge d'organiser le travail législatif de l'Union européenne du côté du Conseil, l'autre côté étant le Parlement. Là-dessus, la Belgique, comme on s'y attendait, a fait un honnête travail. Donc, énormément de textes ont été conclus, ont été adoptés sous présidence belge. Maintenant, sur le fond, je ne peux pas dire que je me réjouis grandement d'une série de ces textes, notamment le pacte asile et migration, concrétise l'adoption par le mainstream européen, par les chrétiens démocrates, les sociodémocrates et les libéraux, de l'approche de l'Europe forteresse qui est prônée depuis des décennies par l'extrême droite européenne. Alors évidemment, l'extrême droite d'aujourd'hui dit que tout ça ne va pas assez loin, mais si vous rapportez les décisions en matière d'asile et de migration de ce que l'extrême droite disait il y a encore 10 ans, il y a une presque parfaite identité. Donc très franchement,
tout ça n'est guère glorieux. Alors l'adoption récente de la loi de restauration de la nature est un bon point, mais je rappelle que le texte tel qu'il est maintenant manque beaucoup de caractère contraignant et manque beaucoup d'objectifs chiffrés en fait. Vous allez quitter le Parlement européen ces prochains jours, donc le Conseil européen en ce moment réuni à Bruxelles va tenter de commencer à jeter les bases du prochain quinquennat. Quelles sont selon vous, si vous deviez en citer 3, les priorités pour faire avancer cette Europe ? Je pense que première priorité, c'est d'approfondir le pacte vert européen de manière à ce qu'il devienne réellement le socle de la prospérité européenne pour je dirais, le siècle qui vient. Et là, il y a un vrai risque que les ambitions du pacte vert soient abandonnées. En tout cas, pour nous, ce n'est pas seulement une stratégie climatique, ce n'est pas seulement une stratégie de survie de l'humanité. Et ça, en soi, déjà, c'est absolument crucial. Mais très honnêtement dit, sur le plan économique, je ne vois pas sur quoi d'autre on peut établir la prospérité future de l'Union. Première priorité. Deuxième priorité, c'est évidemment l'Europe géostratégique. Nous pourrions nous retrouver avec l'élection possible de Trump à la présidence des États-Unis bien seuls. Et là, très clairement, l'Union doit se serrer les coudes et réaliser qu'avec un dictateur impérialiste à ses portes et d'autres régimes peu sympathiques à l'Union, il y a vraiment intérêt à ce qu'on serre les coudes et qu'on donne à l'Union les capacités d'être un acteur géopolitique. Je sais que c'était une ambition de la Commission précédente et d'une certaine manière, on a avancé en réagissant notamment de manière unie à l'agression russe en Ukraine, mais on est encore très loin du compte. Et donc là aussi, il va falloir cravacher. Troisième point, et pas les moindres, c'est d'assurer la pérennité de nos démocraties. On voit à quel point à l'intérieur de l'Union européenne, l'état de droit et je dirais les règles de base de vie en commun sont remises en cause par une série de gouvernements de l'Union. Ce n'est pas le moment de lâcher là-dessus. L'Union est d'abord une union de valeurs. Et le risque là aussi, c'est que les pouvoirs et contre-pouvoirs, les règles qui assurent comment est-ce que je dirais moi, une démocratie effective et pas juste nominale, soit préservée au sein de l'Union. Et là aussi, il y a énormément de travail. Alors, Philippe Lambert, ces prochaines heures, on devrait connaître l'équipe complète qui aura les principaux rôles dirigeants au sein de cette Union européenne. Ursula von der Leyen, sauf coup de théâtre, devrait être reconduite à la présidence de la Commission européenne. À la diplomatie, Kaja Kallas, la présidence du Parlement européen serait à nouveau attribuée à Roberta Metsola. Et puis le Conseil européen à Antonio Costa, l'ancien président portugais. Est-ce que cette équipe vous paraît de nature à faire avancer les chantiers que vous venez d'évoquer ? Alors, je vais commencer par Ursula von der Leyen. Il faut quand même porter à son crédit le courage d'avoir lancé le pacte vert européen et de l'avoir maintenu au travers de la pandémie et je dirais dans les premières années de l'agression russe en Ukraine. On voit qu'elle a eu beaucoup plus de mal à trouver des majorités au Parlement et au Conseil pour le faire avancer, mais je voudrais quand même la créditer de la sincérité sur ce plan-là. Sur le plan asile et migration, quelque part, elle doit prendre acte du fait que les majorités européennes aujourd'hui sont sur le thème de l'Europe forteresse et donc là-dessus, on est plutôt en désaccord, elle et nous. Sur l'état de droit, elle a quand même, alors qu'on se disait, comme elle avait été soutenue par Orban, par le Parti droit et justice polonais, on la soupçonnait de lever le pied là-dessus, mais en fait, elle a montré qu'elle était capable d'utiliser le mécanisme de protection de l'état de droit en Europe et donc là aussi, plutôt des bons points. Donc le fait que le PPE la propose pour continuer est plutôt une bonne chose. Antonio Costa n'a pas été président portugais, il a été Premier ministre portugais. Ouais, je pense que ça a été un Premier ministre qui a aussi été capable de sortir son pays des années de l'austérité. Alors il n'a pas été parfait, mais personne n'est parfait de ce monde. Moi je crois qu'il est capable d'accomplir le job de président du Conseil européen, tout comme Kaja Kallas à la tête de la diplomatie européenne. On voit en tout cas que ce casting... quelqu'un qui vient de l'Est. On voit que ce casting vous va, Philippe Lambert, oui, pardonnez-moi, on avance juste. J'aimerais vous entendre tout de même sur la situation. Tiens, d'ailleurs, on parle de l'Europe et de Viktor Orban, mais l'inquiétude en ce moment, elle est plutôt du côté de Paris et de la France, avec un contexte politique que vous connaissez. Quel est votre avis à ce sujet ? Il y a aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne qui s'inquiète, et pour être précis, le ministre allemand des Finances qui parle d'une menace, je cite, de tragédie budgétaire. Ouf.
Donc ça montre bien déjà la hauteur de vue de Christian Lindner, qui à part compter ne sait pas faire grand-chose. Cet homme ne comprend pas à quel point la menace dépasse de très loin la question de l'équation budgétaire. Il s'agit de l'état de droit, il s'agit du maintien de la démocratie en Europe, et de ce point de vue-là, le président Macron porte une responsabilité, j'allais dire une irresponsabilité colossale dans ce qui pourrait arriver à la France après les législatives. Je pense qu'on parle de certains comme étant des pompiers pyromanes. Ici, je pense qu'il s'agit d'un pyromane. Et donc, ce qui est en train de se jouer en France est catastrophique. Je pense qu'il s'était présenté comme le meilleur rempart contre l'extrême droite. En fait, je pense que par les politiques qu'il a menées, Emmanuel Macron a fait le lit de l'extrême droite en France. Alors, il a continué sur la piste de ses prédécesseurs. Il n'est pas le seul responsable de la situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas réussi à ériger une digue contre l'extrême droite en France. Merci beaucoup Philippe Lamberts d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde, en direct de Bruxelles. Merci à vous.